Téléspectateurs de Oussibi Djandjan, région des Kaye, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Le sommet Afrique-France à Montpellier, une nouvelle étiquette sur une vieille bouteille. C'est la question que beaucoup d'Africains se posent aujourd'hui. Pour trancher la thématique, nous avons invité ce soir pour vous quatre invités. Le premier est le professeur Kissima Gakou, enseignant à l'université de Bamako. Merci, monsieur Gakou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Notre deuxième invité, Mamadou Lamine Sibi, président du Front populaire républicain et expert en relations internationales. Monsieur Sibi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Notre troisième invité est monsieur Modibo Mao Magalou, qui est économiste. Bonsoir, monsieur Magalou. Bonsoir, monsieur Sidibé. Notre dernier et quatrième invité, docteur Abou Bakar Sidiki Diakité. Il est lui également professeur à l'université de Bamako. Docteur, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Il s'est tenu ce vendredi à Montpellier en France un sommet inédit en ce sens qu'il a réuni autour du président Macron pas les chefs d'État africains mais les jeunes influents du continent accompagnés de quelques chefs d'entreprise. Monsieur Gakou, je commence par vous. Un sommet Afrique-France sans les chefs d'État en est un? C'est une rencontre. Oui. Une rencontre dont le format n'est pas comme celui d'habitude. Oui. En tout cas, ce n'est pas le sommet France-Afrique qu'on a connu depuis le début. Et le président Macron a cru devoir faire appel aux jeunes influents, comme vous dites, c'est-à-dire ceux qui titillent le plus, vous le remarquerez, un peu les positions françaises sur le continent. Et d'avoir une discussion directe avec ceux-ci dans un contexte d'ouverture du monde, c'est-à-dire dans un contexte où l'instantanéité des communications font que les messages vont très vite et souvent prennent un caractère irréversible. Voilà. Ok. Monsieur Sibi, un sommet France-Afrique qui snobe les chefs d'État africains. Quelles leçons, quel enseignement peut-on tirer de ce format? L'enseignement principal, c'est quoi? C'est que la Haute-France, la France d'en haut, la France des élites politiques, a compris ce qu'elle a toujours compris, le principe de l'adaptabilité. Il faut s'adapter en fait. C'est dans un souci d'être en phase avec le monde qui nous entoure actuellement, que le président Macron a bien voulu décider le format de ces rencontres-là. Mais le fond reste intact. Ça, il ne faudra pas le perdre de vue. C'est une question d'adaptation. Parce que, vous savez, la France-Afrique, à un moment, c'était quoi? Ce qu'on appelait la génération des dinosaures, là. Les Oumar Bongo, les Gnassingbé et Adema qui ont combattu dans l'armée française et qu'on a pu récupérer pour en faire en quelque sorte les ambassadeurs entre guillemets de la France en Afrique. Bon, les temps évoluent. Maintenant, il faut reconnaître que le monde est pris dans une culture pop internationale, mondialisée. Oui. Il a dit instantanéité dans l'information, dans la réception de l'information. Tout le monde est ouvert sur tout le monde. Donc ce qui se passe à Colombo à l'instant T, vous avez le pouvoir. Le jeune de Miankala, il a le pouvoir effectivement de voir ce qui se passe et d'en être influencé. Donc il a compris que, surtout qu'on est à un moment où l'Afrique des élites est en crise. Je parle de l'élite politique en fait. Donc les pouvoirs en place sont en déphasage avec les générations montantes, culturellement, mais aussi sur le plan philosophique. Donc ils comprennent, ils essayent de se positionner en saisissant, bien entendu, cette génération qui monte pour pouvoir pérenniser ce qu'on appelle la France-Afrique. Okay. Essentiellement, ce qu'on peut retenir comme enseignement. Ok. Modibo Mao Magalou, la France a mis son dévolu sur les jeunes les plus influents du continent pour en tout cas animer ce sommet Afrique-France. Quel enseignement?
Moi, je pense que c'est une bonne initiative dans le sens où je pense que le président Macron quand même avait exprimé ce besoin dès son arrivée au pouvoir. Oui. Parce que lorsqu'il était à Ouagadougou en 2017, en novembre 2017, oui, il avait dit que l'Afrique ne ressemblait pas à ses dirigeants. Cela veut dire quoi? Parce que ça veut dire qu'il a tenu compte des enjeux. L'Afrique est un continent jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Et environ un bon nombre d'Africains ont moins de 14 ans. Donc cela veut dire que la population africaine va doubler à l'horizon 2050. Il y aura 2,4 milliards d'Africains contre 1,3 milliard aujourd'hui. Donc l'Afrique est un enjeu considérable parce que nous sommes dans une recomposition des puissances mondiales, parce que nous avons maintenant un monde unipolaire après la fin de la guerre froide. Oui. Mais maintenant, il y a une nouvelle recomposition, une nouvelle reconfiguration et l'Afrique est un enjeu majeur. Oui. Et la France a besoin de l'Afrique pour rester une puissance, comme ça a été toujours le cas à la fin de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et maintenant. Un sommet France-Afrique, Afrique-France sans les chefs d'État est un sommet? En principe, c'est un sommet, mais il faut redéfinir les choses. Parce que depuis très longtemps, la France a compris que les chefs d'État africains ne répondent plus aux aspirations du peuple. On a remarqué à travers les quelques cas qui ont secoué certains pays de l'Afrique de l'Ouest, où les chefs d'État restent au pouvoir, ne partent pas, violent la Constitution, ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de la population et vis-à-vis de la relation internationale. Alors donc, il faudrait maintenant mettre en place un nouveau système qui va redéfinir un peu le cadre idéologique entre la France et la jeunesse. Donc la France a compris que lorsqu'elle va approcher la jeunesse africaine, elle aura la possibilité de dire ce qu'elle pense de la gouvernance au sein de l'État. Elle aura la possibilité de dénoncer les abus. Elle aura la possibilité de décrier certains faits qui ne sont pas du tout à la hauteur des souhaits et à la hauteur des aspirations du peuple. Alors donc, un sommet sans les chefs d'État, je crois que nous sommes dans un nouveau système, nouveau mode de système de redéfinition de la politique du sommet France-Afrique face à l'Afrique. Okay. Voilà. Mohamed Chérif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, a aussi son regard sur la question. Nous allons l'écouter. Mais en réalité, ce n'est pas un sommet Afrique-France, c'est une rencontre de la jeunesse africaine avec un président que j'aime beaucoup, le président Macron, et qui d'ailleurs j'ai appelé pendant sa première élection de voter pour lui, et qui a compris l'importance de la diaspora africaine en France. Ils sont près de 7 millions qui ont la double nationalité. Et il est en campagne déjà. Vous savez que la question des élections actuellement en France est un enjeu majeur pour Macron. Vous voyez ce qui se passe au Sahel et même leur politique extérieure, l'économie. Donc pour ce faire, il a trouvé très utile de changer l'appellation et faire des rencontres avec certaines sociétés civiles, particulièrement la jeunesse africaine. Mais l'objectif visé, c'est de faire comprendre que ce n'est plus la France-Afrique des chefs d'État, mais c'est plutôt Afrique-France de la société civile, notamment le jeune. Et ce qu'il faut retenir, cette rencontre a été une très bonne initiative. Mais nous, on aurait voulu que ceux qui se battaient ou ceux qui se battent toujours d'ailleurs, pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, les Kémy Séba et les autres soient invités. Ça n'a pas été le cas. Et la compréhension de beaucoup de personnes, y compris moi-même, c'est l'électorat de la diaspora, qui est 7 millions, qui est recherché. Et il fallait aussi éviter, à quelques mois des élections, de rencontrer les chefs d'État
qui peut être interprété de plusieurs manières. Alors, il rencontre la jeunesse africaine et il passe le message. Et cette jeunesse africaine également, bien qu'elle ne soit pas tout à fait représentative par endroit, et qui également transmet le message, et ça lui permet de puiser sur l'électorat de la diaspora. Et aussi d'éviter à Macron qu'on le taxe de dire à quelques mois des élections, vous avez fait venir des chefs d'État pour vous aider dans votre campagne. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que dans quelques semaines, il sera le président de l'Union européenne. Et à cette occasion, il pourra organiser une rencontre avec tous les chefs d'État. J'avoue que j'apprécie beaucoup son approche et son intelligence en faisant de la politique de cette manière. Ok. Professeur, vous appréciez déjà son intelligence. Macron est en campagne, comme l'a dit Mohamed Aïdara. Bon, c'est une façon de voir. Mais moi, je ne rentre pas dans la politique intérieure française. Je reste sous l'angle de cette relation-là, France-Afrique. Et de ce point de vue, je considère que son intelligence son intelligence dans le cas d'espèce a consisté tout simplement à, si vous voulez, à vernisser quelque chose qui passe moins. C'est-à-dire les chefs d'État avec les chefs d'État, il n'aurait même pas pu avoir la médiatisation. Il se serait retrouvé à huis clos quelque part, serait fermé et ça continue. Bon, c'est pas ce qu'il voulait. Comme j'ai dit, il a voulu mettre en exergue le fait qu'effectivement il existe sur le continent une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui est réveillée, une jeunesse qui connaît les enjeux, et d'avoir un dialogue direct avec cette jeunesse lui permettait de régler certaines questions qu'il ne peut pas régler à d'autres niveaux. Bon, et je crois que ça a été une grande récréation pour les deux parties. Chacun s'est senti un peu concerné, mais dans le fond, il ne faut pas se leurrer. C'est une stratégie d'influence dans laquelle, si vous voulez, l'agenda de la réflexion appartient aux puissants. C'est-à-dire, c'est bien Macron qui a organisé tout ça, et je ne pense pas qu'il y ait le moindre hasard dans la sélection des personnes invitées. D'abord, vous remarquerez que sur 3000 personnes, je crois que c'est 11 personnes qui ont été tirées sur le volet. Et ces personnes sont des personnes qui font des prises de parole de l'ère du temps. Alors, amener ces gens-là à Paris, à Montpellier, les faire changer de décor et partager un discours avec eux dans lequel Macron essaye d'être sincère, parce que ça n'existe pas, la sincérité dans la politique. Bon, ça peut crever quelques abcès dans l'immédiat. Oui. Donc, il essaye de reprendre la main. Parce qu'il faut aussi savoir que l'Afrique est presque perdue pour la France. Pour plusieurs raisons. Le centre de gravité du monde change sur le plan stratégique, géoéconomique et géopolitique. Et tout ça intervient dans des contextes aussi où la France elle-même prend des coups partout. Donc il avait besoin de ce grand cadre, oui, à la fois pour montrer qu'il a l'Afrique avec lui, parce que ça donne cette impression. On sent une participation. Les jeunes s'efforcent de montrer leur génie à travers justement cette discussion avec le chef de l'État français. Mais en réalité, ce n'est pas possible que Macron se trompe sur l'objectif qu'il escompte dans la rencontre. Ok. Et le format était relax, franc, c'était vraiment... En tout cas, ce n'était pas la grande barrière comme on le connaît dans les autres formats. Comment vous expliquez déjà le choix de ces 11 personnes qui ont pris la parole, en tout cas pour porter la voix de l'Afrique devant le président français? Quelqu'un a parlé de Kémy Séba. Pourquoi Kémy Séba n'a pas été invité? Je crois que les organisateurs sont les seuls à avoir la réponse à cette question. Mais maintenant, moi, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il y a les États
il y a l'État et il y a la doctrine d'État. En fait, ces grands pays sont fondés sur des doctrines. Moi, je vais vous rappeler l'année 1885, le 28 juillet exactement, à la Chambre des députés de l'Assemblée nationale française, Jules Ferry, qui est l'idéologue de l'expansionnisme français, parce que tout ça, en fait, la France-Afrique est un outil de l'expansionnisme français, comme on a eu avec les Anglais et autres. Alors, Jules Ferry, qu'est-ce qu'il disait? Je cite, « Rester pour une nation comme la France sans se mêler des affaires du monde, c'est abdiquer. » Il n'a pas dit c'est renoncer. Il dit abdiquer. Qui abdique? C'est le roi. Et la royauté, on la tient de Dieu. Vous voyez jusqu'où on est dans l'idéologie. Donc, c'est ça. On ne fait que s'adapter en fait. Et plus tard, après les Jules Ferry, on a eu la colonisation. Quand, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'éveil des consciences, une nouvelle génération d'élites politiques africaines qui ont réalisé qu'il fallait maintenant partir aux indépendances. De Gaulle a eu la même posture aujourd'hui que Macron, à savoir l'anticipation. Vous savez, quand vous anticipez en politique, il y a un certain nombre d'avantages. En anticipant déjà, vous comprenez que l'ordre actuel, l'ordre existant, n'a plus d'avenir. Alors, il faut anticiper sur les événements pour ne pas être pris de court. Alors, De Gaulle a convoqué la conférence qu'il est convenu d'appeler la conférence de Brazza. C'était en 1944. Il y a Félix Eboué qui avait... Pour vous résumer rapidement. Proposé. Donc, je veux juste dire, moi, je vais dans l'histoire pour vous dire que ces États-là, les dirigeants de ces États-là ont la suite dans les idées. C'est-à-dire qu'on ne vient pas faire des choses par hasard. Ouais. Tout est bien ficelé, bien calé et projeté. Donc, ce format, c'est pour s'adapter. Comme De Gaulle s'est adapté en 1944 à Brazzaville, en prenant les devants pour pouvoir, en tout cas, en ne voulant pas ou en ne pouvant pas empêcher la colonisation, pouvoir l'accompagner pour exister même après la colonisation. Okay. Donc Macron a compris, je l'ai dit d'entrée de jeu, Macron comprend que l'avenir de la France en Afrique sous le schéma des Bongo, des chefs d'État et autres, qui eux-mêmes sont décriés dans leur pays, n'est plus tenable. D'accord. Donc il faut repenser la France. On va vous retourner la parole maintenant. Dans ça. Ok, Modibo, si on essaye de faire un parallèle entre les deux formats, à Montpellier, l'atmosphère était détendue. Par contre, avec les chefs d'État, l'atmosphère elle est un peu tendue. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce format est le meilleur avec les chefs d'État? On avait l'impression que c'était la rencontre entre le roi et ses vassaux, mais avec cette jeunesse qui parle de façon décomplexée devant le président français. Est-ce que finalement, on ne peut pas dire finalement qu'on a eu le meilleur format? Je ne sais pas si c'est le meilleur format, mais en tout cas, ceux qui ont organisé ce sommet voulaient un changement. Oui. Ils voulaient innover, ils voulaient montrer autre chose que les sommets. Et si vous vous souvenez du sommet de Pau, oui. Bon, je pense qu'il y avait quand sommet même... de toutes les clarifications. Voilà, bon, il y avait quelques étincelles là-bas, ouais. Et bon, c'était un sommet de la clarification, d'après ce qu'on nous dit. Ouais. Mais écoutez, en fait, vous savez, l'État, c'est une continuité. Pour les grands pays, l'État, c'est toujours une continuité. Donc la doctrine d'État, ça existe. Vous savez, c'est en réalité Hans Morgenthau, qui est quand même un théoricien des relations internationales, qui est considéré par beaucoup comme le successeur contemporain de Machiavel, qui disait, à l'instar de toute politique, la politique internationale est une lutte pour le pouvoir, la puissance. Donc, ce qui a été dit autour de cette table, l'ancienne puissance coloniale, elle a besoin de ses colonies, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été théorisé par l'État français, sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était de dire que les colonies étaient le pilier de la puissance française. Donc, à l'intérieur de cela, il y avait beaucoup de définitions entre colonies, protectorat, etc.
Mais l'idée, c'est d'avoir au moins ces colonies regroupées autour de la France. Et si vous voyez, cette fois-ci, moi, ce qui m'a un peu intrigué, c'est le fait qu'on ait fait appel à la société civile. Société civile, société politique, c'est deux choses complètement différentes. Comment un chef de l'État qui incarne la politique, qui est le chef de l'État français, se retrouve devant la société civile d'un État, de plusieurs États, et ce ne sont pas les États francophones seulement. Donc ils ont trié, parce que depuis que le président Macron est venu au pouvoir, il va en Afrique lusophone, il va en Afrique francophone, mais il aime les entrepreneurs, il aime la jeunesse. N'oubliez pas aussi qu'il a fait un stage à Lagos, et plutôt à Abuja. Et donc il a beaucoup connu le Nigeria et la jeunesse, la nouvelle jeunesse africaine. Donc il sait que l'Afrique est en train de changer. Mais l'Afrique, c'est les Africains même qui n'ont pas confiance en ce que l'Afrique. L'Afrique est une puissance aujourd'hui. Si vous prenez la puissance cumulée des 55 pays africains, nous sommes à 3 000 milliards de dollars US. Donc l'Afrique, si on cumulait notre richesse nationale, nous serions entre la France et l'Allemagne. La France est à 2600 milliards de dollars US de PIB, de richesse nationale. Et l'Allemagne à 3800. Donc l'Afrique est un pays, enfin c'est une puissance en devenir, c'est le continent État. Donc les enjeux sont énormes parce qu'avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale, vous allez avoir 1,4 milliard de consommateurs. Et aujourd'hui, la population africaine est équivalente à presque l'équivalent de la population chinoise. D'ici 2 ans, l'Afrique va dépasser la Chine en tant que population. Donc des enjeux. Et cette jeunesse africaine sera la classe moyenne. Si elle est instruite, si on lui trouve des revenus et des emplois. Sinon, ce serait une bombe à retardement. Donc, les enjeux se trouvent au niveau de la jeunesse africaine. Et le président Macron l'a compris. J'espère que nos dirigeants vont le comprendre. Okay. Est-ce que cette jeunesse africaine sera au rendez-vous de ces enjeux quand on sait que pour la participation à ces sommets, il y a quand même des débats dans certains pays autour de la non-participation de certains jeunes. On a notre CNJ qui est monté au créneau pour dénoncer la participation de certains jeunes au nom de la jeunesse malienne. Oui, cela nous renvoie à la problématique même de ce sommet, qui est de savoir quelle est la forme et le fond. Quand vous prenez la forme de ce sommet, vous allez vous poser la question de savoir ces jeunes qui ont représenté les États africains en France ont été choisis sur la base de quels critères. Donc, ces critères n'étant pas été définis, alors ça peut créer des frustrations de part et d'autre. Donc si, je ne sais pas pour les autres pays, si la forme avait été respectée ici, peut-être si on avait convoqué le forum de la société civile nationale qui a désigné quelqu'un pour aller représenter la société civile malienne en France, eh bien la question n'allait pas se poser. Mais cette question, jusqu'à présent, n'a pas été tranchée. Ceux qui ont représenté l'État du Mali, sur la base de quels critères? Voilà. Donc, ça, c'est la forme. Oui. Bon, même à ce niveau, on se pose aussi la question de savoir quelle relation, jusqu'à présent, la France est en train d'entretenir avec la jeunesse malienne. Parce que comment la France peut venir trier parmi tant de sociétés civiles de la jeunesse malienne, une seule société civile, eh bien, qui fera, qui va représenter la jeunesse malienne en France. Donc, la problématique se pose. Est-ce que c'est la France qui est venue choisir la société civile au Mali pour aller représenter le Mali? Ou c'est l'ambassade de France qui a choisi la société civile au Mali pour aller représenter le Mali en France? Donc, il y a un problème de forme. Donc, au fond, je pense qu'au fond, la problématique a été traitée parce que vraiment, moi, j'ai admiré l'intervention de ces jeunes. Ils ont parlé en toute franchise, dans la sincérité. Ils ont dit ce qu'ils pensent du développement de l'Afrique, de la relation entre la France et l'Afrique. Et puis, ils ont même dénoncé ce qu'ils n'acceptent pas, ce qu'ils n'apprécient pas par rapport à la politique française en Afrique. Donc moi, j'ai apprécié ça au fond. Mais en réalité, est-ce que au fond, tout ce qui a été dit fera l'objet d'un rapport qui sera appliqué par la France
par le président Macron ou bien par le président qui viendra après Macron. Donc on ne sait pas. Mais est-ce que ça ne sera pas seulement du verbiage? Parce qu'il faut qu'au fond, qu'il y ait un impact. On entend l'impact. Ok. Professeur Kissima, est-ce qu'avec ce format, on ne peut pas finalement dire que l'avenir de la France-Afrique est désormais scellé? Ah non, au contraire. C'est-à-dire que ce format, c'est quand même les chefs d'État qui sont les principaux animateurs de la France-Afrique. Il faut se réinventer pour continuer. Et pour ça, le forum de Montpellier, là, Oui. je l'appelle forum, c'est le cadre idéal. C'est-à-dire, avec les jeunes, on donne l'impression de vouloir du sang neuf dans un système. Un système lui-même qui, au départ, s'est défini par rapport aux intérêts exclusifs de la France. Intérêts militaires, intérêts économiques, et tous les intérêts. C'est-à-dire, il faut qu'on soit clair. Oui. Je crois que c'est en 1957, François Mitterrand disait que sans l'Afrique, il n'y aura pas de politique française au XXIe siècle. Ça reste d'actualité. Vous savez, lorsque les conditions changent, c'est le cas aussi bien chez nous que partout, en France et dans le monde. Les conditions de la sécurité, les paradigmes de la politique, tout est en changement. Et donc, appeler ces jeunes-là, c'est comme si c'est un exercice c'est un brainstorming. Il n'y a pas de décision à prendre là. Macron sait qu'il n'y aura pas de décision. Il sait que c'est quoi? C'est un truc d'un après-midi. Quand c'est terminé, c'est fini. Après, lui, il peut remballer et envoyer tout ce qu'il veut. On aura dit, ah voilà, c'est quand même une innovation, les jeunes sont venus, ils n'ont pas... Mais écoutez, tout ce que les jeunes là disent là, ils l'ont déjà dit depuis très longtemps. Mais c'est maintenant que le moment est venu pour la France. Parce que comme je vous dis, rien ne se fait par hasard là-bas. Contrairement à chez nous, toutes ces personnes-là, pour répondre à mon jeune collègue, il n'y a pas un brin de hasard dedans. Jusqu'aux éléments de langage que les invités tiennent, il n'y a pas... Parce que les gens sont profilés. Vous croyez à cette thèse de mise en scène? Non, mise en scène, c'est trop réducteur. Oui. C'est de la route, de la politique. C'est de la politique. C'est une route politique. Mais une politique nouvelle, dont personne ne connaît, en tout cas pas parmi ceux qui en font l'objet, ne connaissent les tenants et les aboutissants. C'est ça aussi la puissance. L'asymétrie de puissance en politique internationale consiste justement à imposer à l'autre, le puissant impose à l'autre ce sur quoi il doit réfléchir. Comment réfléchir? Et ça le détournerait de lui, ce qui sont ses priorités. Ok. Entre-temps, la politique est passée. Monsieur Sibi, on est en droit de s'interroger sur l'avenir de la France-Afrique. Oui, vous savez, c'est une question récurrente. Hein. Mais déjà, avant de répondre à ça, je crois que je vais prendre en charge peut-être une inquiétude, je ne sais pas. En fait, on ne peut pas accuser la France de défendre ses intérêts, quoi. Ceux qui peut-être critiquent la forme, la sélection, le choix. Non, tous les pays sont libres de créer des liens d'amitié, de former des réseaux, de défendre. C'est le travail de tout gouvernement. Vraiment, on ne peut vraiment pas en vouloir au gouvernement français de défendre les intérêts du peuple français. C'est normal, c'est ça la vie. Maintenant, pour revenir à votre question, l'avenir de la France-Afrique. Oui. Bon, ça tiendra aussi longtemps que les dirigeants français tiendront à cette France-Afrique-là. Et ça tiendra également aussi longtemps qu'ils seront suffisamment intelligents pour s'adapter. Je crois que c'est ça, parce que c'est des rapports, hein, c'est des rapports. Les États dans les relations internationales, c'est des intérêts. On se croise, chacun défend ses intérêts. Et la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pourtant, elle ne faisait pas partie des vainqueurs au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Voyez-vous, mais mieux. Elle a mieux, parce qu'elle a une sphère d'influence beaucoup plus importante, notamment l'Afrique, et même vers les Antilles et tout ça. Donc, c'est comme ça, il faut...
les États se battent, se défendent. C'est à nous maintenant de comprendre dans ces relations entre l'Afrique et la France, quelle est notre part là-dedans? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous voulons pour nos pays, pour nos États, pour nos peuples? Je crois que ce serait la bonne question. Et déterminer ces objectifs-là et les défendre avec l'énergie nécessaire. D'accord. Moribo Magalou, si nous sommes d'accord que la fin de la France-Afrique n'est pas pour demain, est-ce qu'on ne peut pas dire que Montpellier est une nouvelle étiquette sur une vieille bouteille finalement? C'est quoi la France-Afrique? Il faut qu'on définisse la France-Afrique d'abord. Bon, en tout cas, moi, je pense, ce que je puis dire déjà, c'est que je pense que récemment, tous les présidents élus français, depuis Mitterrand, ont essayé d'imprimer leur marque sur les relations entre l'Afrique et la France. Ouais. Vous vous souvenez de Mitterrand, je suis content que Dr Gaoukou ait souligné ce que Mitterrand a dit en 1957 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. En 1950, il avait déjà écrit un livre qui s'appelait « L'Afrique d'abord ». Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait beaucoup de débats, parce que la France commençait à s'embourber dans la guerre en Indochine, il fallait faire le choix entre l'Indochine, entre l'Asie et l'Afrique. Et des gens comme Mitterrand avaient choisi l'Afrique. Et ça nous ramène un peu au sommet de la boule, lorsqu'il est devenu président de la République française en juin 1990. Vous vous souvenez de ce discours sur la démocratisation? Ensuite, vous avez eu tous ces changements au niveau des pays africains. Mais aussi, quand Sarkozy est venu, il a essayé de changer un certain nombre de choses. Mais évidemment, Macron aussi, quand il est venu, il a voulu changer les choses. Mais je pense que chacun essaye d'imprimer sa marque. Et l'actuel président de la France est un féru d'histoire. Il a relu l'histoire de la France avec l'Afrique, parce que ce terme France-Afrique, que certains attribuent au président Félix Houphouët-Boigny, a été noté pour la première fois par Jean Piot, qui était le rédacteur en chef d'un journal, un journal quotidien qui s'appelait L'Aurore, qui était tiré à 100 000 exemplaires. C'est lui qui a mentionné la France-Afrique pour la première fois. Mais la France-Afrique a changé depuis maintenant, parce qu'en réalité, c'est devenu un système un peu opaque, un peu nébuleux. Et bon, on parle des successions dynastiques, et quand même, ça se fait au détriment de l'Afrique. Il faut que cela change. Parce que comme vous le savez, la jeunesse, ce qui a été dit autour de cette table, la jeunesse tient un nouveau langage maintenant. Ça, c'est le constat. En fait, c'est à cause de la mondialisation. Parce que tout le monde est connecté maintenant, tout le monde est informé maintenant. Et les jeunes Africains veulent un avenir pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas se soumettre au dictat de qui que ce soit leurs dirigeants ou ailleurs. Et si vous avez bien écouté ce que les jeunes ont dit, ils ont dit à la France, arrêtez de soutenir nos dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Oui. Nous-mêmes, nous pouvons nous occuper de notre cuisine interne, mais arrêtez de soutenir, arrêtez d'appliquer des principes à géométrie variable au nom de la démocratie, au nom de vos intérêts. Mais il a été encore dit autour de cette table. Je vais répéter encore ce que Saint-Just a dit tout juste après la Révolution française. Il a dit, les États n'ont pas de rapport. Ils n'ont que des intérêts. Et c'est la force qui fait le droit. Vous voyez ce qui se passe sur la scène mondiale. C'est le droit le plus fort, le droit international. Quand les États-Unis sont allés en Irak, ils n'ont pas demandé le mandat des Nations Unies. Donc maintenant, il y a une recomposition sur la scène internationale. Et l'Afrique est un enjeu parce que les Chinois sont en train de s'implanter en Afrique. Parce que le premier partenaire commercial de l'Afrique, maintenant, c'est la Chine, qui vient juste de dépasser l'Union européenne. Donc l'enjeu est de taille. Donc la France se positionne, l'Union européenne se positionne, mais l'enjeu c'est en Afrique. Et la Russie se positionne. Oui. Docteur Diakité, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que Montpellier a eu le mérite de mettre sur la table la notion de l'interventionnisme français, l'ingérence française en Afrique, et même le paternalisme qu'on reproche à la France? Bien, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à une interrogation, sinon à une affirmation de M. Sibi. Quand il dit que la France, la question de forme et de fond, la question de forme n'est pas très intéressante. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ce qui représente la jeunesse malienne,
doivent représenter la jeunesse sur la base de la légitimité. Parce que pour représenter quelqu'un, il faut être légitime quand même. Donc ceux qui parlent au nom de la jeunesse, de la société civile, doivent parler légitimement. Mais de quelle légitimité vous parlez? Oui, déjà? Je parle de la légitimité. Si après une année, après une élection, on fait un coup d'État qui est applaudi par la masse populaire, de quelle légitimité vous parlez finalement? Non, j'ai posé un problème de fond. Oui. Et si vous parlez de légitimité, je ne parle pas des gouvernants, je ne parle pas des autorités. Je parle de la société civile. Si la société civile doit représenter la jeunesse, cette société civile doit être légitime. Sauf que nous-mêmes, on a l'habitude de relever qu'on n'a pas souvent des sociétés civiles, qu'on a une société civile politisée, qui est même de connivence. C'est ça le problème. Moi, je l'ai dit. Oui. Par exemple, je suppose, la société civile qui a représenté la jeunesse malienne en France, peut-être, c'est une société civile qui a été sélectionnée sur la base de son engagement, sur la base de son patriotisme. C'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Mais dans tous les cas, je me dis, si la société civile doit représenter la jeunesse africaine en France, il faut que cette société civile soit une société civile reconnue par la jeunesse malienne d'abord dans un premier temps. Bon, nous savons qu'il y a des sociétés civiles très politisées que les partis politiques. Là, je parle de la forme à ce niveau. Il faudra mettre la forme parce qu'on ne sait pas sur la base de quels critères. La France peut aller choisir n'importe qui dans un autre pays pour parler. C'est inacceptable que la France choisisse les jeunes dans un pays pour représenter d'autres jeunes alors que ces jeunes n'ont pas de légitimité, entre guillemets. Je ne dirais pas pour le cas du Mali que celle qui a représenté le Mali n'a pas de légitimité. Je ne l'ai pas dit. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Donc, mais il faudra mettre la forme pour qu'on puisse dire celui-là ou bien celle-là qui parle au nom de la jeunesse a de la légitimité. Oui, mais est-ce que l'État va prendre ce risque de désigner ces activistes, ces engagés citoyens, d'aller en tout cas parler au nom de leur pays devant le président français? Non, pas l'État. Ce n'est pas seulement cette société civile qui est représentée au niveau de la France. Vous savez qu'en matière de gouvernance mondiale, il y a aussi le forum de la société civile mondiale. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que la société civile, c'est sur la base d'un certain nombre de critères qu'on doit sélectionner. Même le fait de trier un jeune sur les 3000, sur quelle base? Parce qu'il faut redéfinir la relation. Il ne faut pas que cette relation soit une relation de bouche à l'oreille. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur très rapidement sur l'intervention de la France dans les pays africains. De Gaulle l'a dit, mes chers collègues l'ont répété plusieurs fois. De Gaulle l'a dit en 1958 que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Alors, donc, la France va toujours chercher ses intérêts. C'est à nous maintenant de prendre notre responsabilité pour redéfinir les politiques françaises en Afrique ici, redéfinir les traités de coopération en matière militaire, en matière économique, en matière de développement, etc. etc. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité, sinon même demain, la France viendra au Mali pour chercher ses intérêts. Absolument. Professeur Gakoussi, à Pau, nos chefs d'État sont partis clarifier leur position. À Montpellier, c'était le contraire. Ces jeunes ont amené le président français à clarifier la politique française en Afrique. Oui, ça, on peut le dire. Même si c'est du clair-obscur qui leur a servi. Et moi, si vous permettez, je voudrais qu'on simplifie certaines notions pour permettre de mieux appréhender le problème. D'abord, la France-Afrique, là, c'était un système de domination. Est-ce que vous voyez, qui a été planifié, organisé pour se substituer aux indépendances. C'est-à-dire, comment donner l'indépendance aux Africains sans vraiment la donner, mais c'est la France-Afrique. Ça consistait à quoi? Mode opératoire. C'était de l'espionnage. Les espions français faisaient et défaisaient. Ils mettaient en place les chefs d'État serviles qui n'ont aucun égard pour le peuple. Ouais. Et ça, de façon éhontée, qui servent la France. Et ceux qui ne les faisaient pas, ils les tuaient. Comment ils s'appellent? Olympio, on l'a tué. Et ils sont nombreux. Tous ceux qui avaient compris cette affaire ou qui prenaient la parole pour en parler, ils disparaissaient d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle. On ne peut pas continuer avec les mêmes méthodes, ça ne marche pas. Parce qu'il y a actuellement la jeunesse, là, elle n'a pas connu ces acteurs-là, les acteurs de la France-Afrique,
qui, à mon avis, est en fin de cycle. Parce que pour moi, les derniers sont partis récemment. C'est qui? C'est Ibeka. C'est qui encore? C'est celui-là qui est en Guinée, etc. Tout ça, sont des acteurs de la France-Afrique. C'est-à-dire ceux qui aident à perpétuer la domination française sur le continent. Maintenant, l'autre chose que je vais clarifier, on parle des intérêts de la France. Les intérêts, moi, ce n'est pas les intérêts au sens le traditionnel des relations internationales. L'intérêt ici, c'est la vie, l'existence. Parce qu'une puissance, on dit que la France est une puissance, n'est-ce pas? La notion de puissance, ça se définit par rapport à quoi? Une grande puissance égale la capacité de projeter le plus loin possible, dans le délai le plus court, les forces. Mais pour faire ça, si vous prenez la France, l'Hexagone, c'est 640 mètres carrés. 640 mètres carrés, mais il n'y a pas de marge. Ils ne peuvent rien faire. 640 000 finalement. Voilà, 640 000 mètres carrés, superficie. Il y a quoi là-bas? Ils n'ont rien. C'est pourquoi ils ont, pour construire leur défense, c'est-à-dire, que doit faire la France pour exister dans la société, dans la communauté internationale? Mais c'est d'avoir d'abord de sanctuariser les 640 000 km². Ensuite, d'ajouter ce qu'ils appellent les ATN, c'est-à-dire les approches du territoire national. Et puis le troisième cercle, qui est l'ailleurs. L'ailleurs, c'est qui? C'est nous. Si nous, on sort de ce dispositif-là, automatiquement, la France disparaît comme puissance dans le monde. Parce qu'elle ne sera pas capable d'envoyer ses forces, par exemple, dans un enjeu indo-pacifique, sans passer par l'Afrique. Et vous avez vu ce que l'Algérie a fait dans le contexte récent des actions. Le simple refus du survol, là. Okay. Mais ça crée, si vous voulez, une contrition pour la France. Okay. Voilà. C'est comme ça, il faut comprendre. Donc, c'est pas parce que vous allez gueuler, c'est pas parce que vous allez les pousser. Ils n'iront pas. Ils n'iront jamais. Oui. Tant que vous ne les connaissez pas, tant que vous ne connaissez pas toutes les stratégies d'approche. Parce qu'il faut connaître ton adversaire. Ouais. Si tu veux gagner. Sinon, tes actions, c'est des cauchemars. Hein. Ok. Monsieur Sibi, est-ce qu'après Montpellier, on peut dire finalement que la France aura désormais un autre regard sur le continent? Une question. Après Montpellier? Oui. Non, je n'oserais pas croire en cela. Que la France aura... non, Montpellier, c'est une tentative. Hein. Comme je le disais, c'est-à-dire que on sent la nécessité de s'adapter à la nouvelle génération africaine, aux nouvelles réalités du monde qui nous entoure. Maintenant, c'est une amorce. Moi, j'en vois une amorce. Maintenant, puisque la France n'est pas seule actrice de ce jeu-là, de ces rapports à l'Afrique, il y a aussi les Africains, l'élite africaine, etc. Donc maintenant, comment est-ce que les Africains aussi comptent, quel est le rôle qu'ils comptent dorénavant jouer dans ces relations avec la France? Donc, je sais quand même que, eh bien, eux, en fait, ils sont fixés sur les objectifs, c'est-à-dire les intérêts de la France. Et c'est de bonne guerre. Maintenant, la France-Afrique n'est qu'un outil. Si vous voulez bien, c'est un sous-système du système. Cet outil-là, il se trouve que nous, ça nous concerne, nous sommes dedans. Mais la grande question pour nous, qu'est-ce que nous gagnons dans nos relations avec la France? Quels sont nos objectifs dans nos rapports à la France métropolitaine? Et quels sont les moyens que nous sommes en train de nous donner pour atteindre ces objectifs-là? En tant qu'État à part entière, acteur aussi, tout comme la République française, eh bien, du jeu international. Je pense que l'Afrique doit, bon, je n'ose pas dire commencer, parce que il y a quand même d'autres qui le font bien. Mais de façon générale, il faudrait que les politiques publiques africaines se pensent en Afrique, par les Africains. Ce n'est pas en allant à Montpellier, bon, en prenant, excusez-moi du terme, 2 pellets, 3 tondus, eh bien, pour se dire des choses, qu'on va changer l'ordre mondial. Non, 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 un ordre, ça ne change pas comme ça. Okay. C'est un processus de longue haleine, il y a de la formation derrière, il y a de l'endurance, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Okay. Donc, ne nourrissons pas ce faux espoir que, eh bien, dorénavant,
Bon, on a un gouvernement français qui a tout changé dans ses rapports, qui va nous respecter dorénavant, qui va faire ci, qui va faire ça. Personne ne fera rien. C'est nous qui allons définir les règles du jeu en fonction de nos intérêts. C'est comme ça, c'est ce qui est normal. Mais pendant longtemps, parce que il l'a dit, on avait une génération d'élite africaine, qui prenait les ordres à Paris. Okay. Mais ça a tendance à, il faut le reconnaître, ça a tendance à évoluer. Donc il faudrait s'inscrire dans cette dynamique de changement. Mais en disant aux Africains que, tenez, vous n'allez pas penser l'Afrique à Montpellier, vous allez penser l'Afrique en Afrique. Ok. Mao Magalou, est-ce que Montpellier aussi ne va pas être un facteur qui va aiguillonner un peu la conscience collective de la jeunesse africaine en termes des enjeux, relations Afrique-France? Non, la jeunesse consciente, elle existe, et je pense que le président Macron a bien saisi cela. Oui. Vous vous souvenez, à Ouagadougou, il avait rencontré les jeunes à l'université. Il a ouvert le dialogue. Vous avez entendu les critiques sur le CFA. Oui. Et après, il a avoué que les réformes qui ont été entreprises sur le CFA, c'est grâce à la jeunesse africaine. Il l'a dit. Et moi, je ne vois pas un chef d'État qui aurait pu parler de réforme du franc CFA au président français. Donc, il est à l'écoute de cette jeunesse. Oui. Bon, le format de Montpellier maintenant, moi, ce que je puis dire, je pense qu'il tenait à écouter cette société civile. Mon constat personnel, vous savez, il y a un lobby militaro-industriel qui a pris le dessus. La sécurité, le tout sécuritaire militaire, on n'entend que ça. Les interventions, les barbouzes, les bruits de porte à gauche à droite. Je pense que le président Macron, ce qu'il a entendu lors de ce sommet, il ne l'aurait jamais eu dans les rapports officiels. Oui. Parce que ces gens qui sont là, ils alimentent la peur, ils alimentent ce lobby de militaro, de défense, de sécurité. Parce que vous savez, la politique extérieure de la France est basée sur un triptyque. D'abord, la défense, la diplomatie et le développement. Tous les jours, ce président-là, il parle de développement. Mais ça a pris des relents un peu moindres que sur la diplomatie et encore moindre que la défense. Parce que vous savez, en réalité, ce qui se passe, c'est que ces trois doivent aller ensemble, comme pour les États-Unis, mais malheureusement, on ne parle que de défense. Et la diplomatie est en berne. Moi, je ne sens plus la diplomatie. J'ai beaucoup d'amis au sein de la diplomatie. Ils ont perdu leur voix. Ils n'ont plus voix au chapitre. Ce sont les militaires qui prennent les décisions maintenant au nom de la défense et de la sécurité. Le développement, n'en parlons pas. En écoutant cette jeunesse africaine, cette société civile, parce que s'il avait parlé aux politiques africains, il n'aurait pas entendu autre chose aussi. Oui. C'était, moi, mon opinion personnelle, mon analyse personnelle, c'est qu'il a voulu écouter cette jeunesse qui avait des choses à dire. Et maintenant, lui, il va l'intégrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire? Je ne sais pas, mais je sais qu'il va changer quelque chose. Ok. Docteur, Montpellier et après? Bon, je pense qu'on peut se poser la question du statut même de ceux qui ont représenté le continent africain à Montpellier. Parce que comme c'est la société civile, ce ne sont pas des décideurs. Donc, en clair, les interventions ont été des interventions qui peuvent être considérées comme des cris de cœur, mais en réalité, est-ce que ça aura un impact sur la politique française en Afrique? Ça, c'est un point d'interrogation qu'on doit soulever. Mais Macron, lors de son intervention, il a dit... Macron, hein? Oui, Macron. Alors, Macron, lors de son intervention, il a dit que je vais changer en fonction de ce que vous venez de me dire. Parce que je ne savais pas. Il y a certaines choses que vous m'aviez dit que je ne savais pas. Il savait quoi? Donc, je vais essayer de changer ma politique avec... Ça. Bon, mais c'est comme peut-être... Il a été question de cette métaphore de marmite sale. Oui, évidemment. Bon, mais la problématique, c'est quoi? Moi, je l'ai dit. La France, se conforme à la règle du jeu d'un interlocuteur en fonction de son comportement. La France regarde aussi les dirigeants. Si vous êtes des dirigeants corrompus, malhonnêtes, vous aurez une France des bêtises, de toutes les bêtises. Mais si vous êtes des dirigeants dignes de nom, fiers, des dirigeants non corrompus, loyaux,
vous aurez une France qui sera un interlocuteur, bien une interlocutrice, et qui vous dira les choses clairement sans déranger. C'est le cas en Algérie, et le doyen l'a soulevé. Ils ont interdit le survol du territoire algérien. La France, tout de suite, a changé sa diplomatie avec l'Algérie. Mais avec à la clé un petit pardon adressé à l'Algérie. Absolument. Et quand le Premier ministre Choguel a un peu titillé la France par rapport à sa politique au Mali, la France a tenu un langage dur à l'encontre des autorités maliennes. Donc ça veut dire que nous devons aussi changer, faire en sorte que nous ayons aussi un langage clair avec la France pour redéfinir les politiques et partir ensemble. Peut-être un dernier tour de table. On peut dire finalement autre temps, autre mœurs. Les temps ont changé. Oui, déjà au Mali, les temps ont changé. Oui. Les générations... C'est très facile. C'est-à-dire, Macron, son référent, c'est devenir le coup d'État au Mali. Or, il refuse de voir d'où vient ce coup d'État. Il est partie prenante à ça. Parce que c'est lui qui a soutenu des choses insoutenables au Mali ici. Notamment plébisciter quelqu'un avant même qu'à l'intérieur du pays, les choses soient claires. Donc ça, c'était une façon vraiment d'imposer quelqu'un au peuple malien. Mais ça n'a pas tenu, ça fait long feu. Le M5 est sorti pour régler le compte. Alors, tout ça n'arrange pas les affaires du président. Mais par rapport au Mali précisément... Quand Macron opine sur les arrestations en cours au Mali, est-ce qu'on peut dire finalement chasser le naturel, il revient au galop? Oui, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire c'est ça. Là, ils ont été piqués à vif. Parce qu'il y a eu une grosse surprise pour ces gens-là. D'abord, il y a eu un temps où ils ont observé comment se passe cette transition. Comme il le dit toujours, nous accompagnons la CEDEAO. Mais la CEDEAO, là, la CEDEAO, chacun sait ce qu'elle vaut. Mais ce langage-là, c'est le langage diplomatique pour voiler l'intrusion. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne veut pas dire le nom des pays. Or, on sent clairement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être novice. On voit, quand il ouvre la bouche, tout de suite, on sait de quel pays il parle. Je vais vous faire remarquer une chose, qui est dans la réalité politique. Macron est venu en cassant tous les systèmes en France. Mais vous remarquerez qu'il y a un ministre qui n'a pas changé. C'est le ministre qui connaît le plus le Mali. Et qui, un peu, est à l'origine de toute l'activité militaire au Mali. Et mieux encore, il n'a pas changé, du moins il a ramené un chef d'état-major qui était un chef du théâtre au Mali. Il a fait partie du chef d'état-major français, de Villiers, pour mettre la pointe. La pointe, il a fait ses preuves ici, au Mali, dans cette histoire de Serval-là. Bon, franchement, je crois que le niveau de discussion n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il faut que le narratif même soit approprié par les Maliens ou les Africains. Sinon, vous allez toujours être si vous voulez, les sujets de la pensée des autres. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc le chemin est long. Ce n'est pas des coups de sang qui vont régler des questions aussi profondes que la France-Afrique et sa survie. Ok. Voilà. Macron ne s'est pas privé de commenter ces arrestations en cours au Mali quand il dit qu'on a une transition qui ne fait que mettre en prison en tout cas des politiques. Est-ce qu'on peut dire finalement que les habitudes ont la vie dure? Les habitudes ne changeront jamais jusqu'à la fin des temps. Macron est en mission du peuple français. Et c'est normal. Il n'est là que pour servir les intérêts de la France. Ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est à nous de nous organiser de manière à défendre aussi nos propres intérêts dans ces rapports. C'est tout le sens des relations internationales. Les États se retrouvent sur des questions et chacun défend ses intérêts. Mais il peut y arriver des points d'achoppement. Maintenant, il faudra concilier les positions. C'est pourquoi on parle de diplomatie. Avant l'avènement de la diplomatie, c'était la guerre. Les États se faisaient la guerre.
Mais dans l'ambiance de ce sommet, on a entendu tenir le Premier ministre malien d'une relation entre couples, parlant de la France et le Mali, d'un vieux couple qui a quand même un avenir encore devant eux. Non, le Mali ne doit... Oui, le Premier ministre a raison de le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il a compris les enjeux de ce... Il a compris, mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces enjeux-là mieux que lui? Moi, ce que je veux dire, il veut tout simplement dire que, en fait, on n'a pas d'ennemi éternel. On n'a pas d'adversaire éternel. Nous n'avons que des intérêts. Mais parlant du couple, qui est l'homme, qui est la femme, finalement, on peut se demander. C'est par les vicissitudes de la vie, quand même, la France et nous, c'est toute une histoire, vous savez. Ils ont été ici pendant moins d'un siècle. Et pour la colonisation, ensuite, notre organisation institutionnelle, nous la tenons de la France napoléonienne. Donc, on est liés. Et puis, bon, le monde est tous azimuts. C'est l'ouverture, c'est la mondialisation. Donc, tout le monde peut faire des affaires avec tout le monde. Mais dans les rapports, il faudrait que nous traitions d'égal à égal. C'est-à-dire la condescendance. En fait, moi, j'ai aimé... le diplomate algérien là, Ramtan, qui disait que certains partenaires avaient besoin de décomplexer leur histoire. Je crois que si les conseillers élyséens, c'est qu'il serait mieux de conseiller à la France d'en haut, à la Haute-France, c'est qu'il faudrait qu'ils arrivent à faire un travail mémoriel. D'accord. Sincèrement. Non, très sincèrement, moi, c'est très important de vous dire ça, parce que c'est ce complexe qui grippe la machine diplomatique de la France, surtout en Afrique. C'est extrêmement important de le dire. Tant que la France ne se remettra pas en cause, voir en face son histoire, effectivement, à un moment, nous avions tenu l'ascendance. Mais maintenant, le monde a changé. C'est des États à part entière. Apprendre à les respecter et à jouer avec eux, carte sur table. Je crois qu'on aura des rapports sains et ce serait des rapports gagnant-gagnant. Mais tant qu'ils ne parviendront pas à se défaire du contexte, du complexe colonial, de ce lourd héritage colonial, d'arrêter de regarder les Africains d'en haut, moi je vous dis que les chemins seront parsemés d'embûches. Pendant que Montpellier réclame une relation décomplexée entre l'Afrique et la France, surtout le Mali, on a entendu dire le Premier ministre Choguel Maïga de traiter la relation France-Mali de vieux couple. Oui, généralement, le divorce n'intervient jamais dans ce... Le Premier ministre est un réaliste, comme Hans Morgenthau que j'ai cité plus tôt. La réalité, les faits sont têtus. Écoutez, la France est une puissance mondiale. Elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est l'une des 5 puissances qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité. Et vous savez que c'est l'instance de décision des Nations Unies. Deuxièmement, nous avons un accord de coopération de défense avec la France. Et nous avons un accord de coopération monétaire avec la France. Mais ça, ce sont les 2 leviers de souveraineté nationale. Mais de quoi parle-t-on? Pourquoi les gens pensent qu'on peut se taper la poitrine et puis faire les choses comme ça? C'est pas... La réalité du terrain est là. Tant que nous avons ces 2 accords, nous sommes un pays dépendant. Troisièmement, la France est notre premier bailleur. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de rétropédalage de la part du Premier ministre? Je vous ai parlé de réalisme. Oui. Il a dit ce qu'il pensait. C'était lui-même qui avait suscité cet élan. On peut se dire la vérité, mais la réalité est que nous avons des relations solides avec la France, séculaires, et nous sommes dépendants pour le moment de la France parce que vous savez, la communauté, la diaspora malienne qui est en France est la plus importante d'Afrique subsaharienne et elle envoie une manne importante au Mali, plus importante que l'aide au développement et que l'investissement direct étranger. 10 secondes. Alors sur le vieux couple, mais n'oubliez pas que c'est une métaphore qui veut aussi dire qu'il n'y a plus d'amour. C'est l'habitude qui reste. Allez-y. Allez-y, oui. C'est un constat. Oui, votre dernier mot, s'il vous plaît. Le dernier mot, c'est que en Afrique, nous sommes généralement tentés par les questions de passion, d'émotion, que de raison. Donc, je pense qu'il est temps. Permets-moi de l'arrêter. Là,
on n'est pas d'accord. Hein. Allez-y, allez-y. Non, Vous avez... Non, je l'ai dit On à a la travers un raison. sujet. On a la raison. Je l'ai dit à travers un sujet. Allez-y. Lorsqu'on parle de la France, Oui. je l'ai dit à travers un sujet. Oui. Vous attendez que je termine. Peut-être vous quand avez même 10 mes propos. secondes. Hein? Oui, je l'ai dit pourquoi. Chaque fois qu'on parle de la France, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, quittez, partez. Il l'a dit tout de suite. Les pays africains sont liés par la France par un accord de coopération militaire. Pas tous les pays africains, mais certains d'entre eux, par un accord de coopération monétaire. Donc nous sommes dépendants. Donc chaque fois qu'il est question de la France, on est passionné, D'accord. on est dans l'émotion. Alors donc, on doit se départir de cela pour garder la raison. En gardant la raison, redéfinir les politiques avec la France. D'accord. Voilà. C'est sur cette note que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Modibo Mao Magalou, économiste, professeur Kissiman Gakou, professeur à l'université de Bamako, Mohamed Lamine Sibi, président du Front populaire républicain, et Dr Aboubacar Sidiki Diakité, lui également professeur d'enseignement supérieur. Encore une fois, clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Oussibi Djanjan, région de Kaé. Au revoir.